Une retraite dorée pour le président burundais. Pierre Nkurunziza, qui a annoncé son départ du pouvoir, bénéficiera de nombreux avantages, dont une villa luxueuse et une enveloppe financière de 500 000 euros. Au Liban, le nouveau gouvernement a tenu son premier conclave. Le Conseil des ministres intervient au lendemain de la formation de l'équipe gouvernementale dirigée par Hassan Dia. Mais dans les rues, les manifestants ne décolèrent pas. Et puis, en Indonésie, contrôle renforcé pour les passagers venant de l'étranger. Les autorités redoutent la propagation du nouveau virus découvert en Chine. Il a déjà entraîné la mort d'au moins 17 personnes. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Qu'est-ce qu'il fait bon d'être ancien président au Burundi? Une loi votée à une majorité écrasante par le Parlement octroie à tout ancien président de la République un salaire à vie, une enveloppe financière de 500 000 euros et une villa luxueuse. Pierre Nkurunziza, l'actuel chef d'État, a annoncé son départ du pouvoir cette année. Une villa de très haut standing, un chèque d'environ 500 000 euros, un salaire à vie. Ce sont là les principaux avantages dont le président Pierre Nkurunziza devrait bénéficier à son départ annoncé de la présidence burundaise en mai 2020. En effet, une loi adoptée mardi au Burundi prévoit que dès la fin de son mandat, un président qui a été élu au suffrage universel bénéficie notamment d'une villa de luxe construite sur les fonds publics dans la localité de son choix dans les 5 ans, ainsi que d'une allocation unique de près de 500 000 euros. La ministre de la Justice a justifié cette loi par le fait qu'un président qui a accédé au pouvoir par un simple consensus d'un groupe de politiciens n'a pas la même considération que celui qui a été élu démocratiquement au suffrage universel direct. Il faut tout de même indiquer que la somme de 500 000 euros représente une belle fortune au Burundi où désormais 75% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le groupe djihadiste affilié à l'État islamique en Afrique de l'Ouest continue de dicter sa loi au Nigeria. En début de cette semaine, encore 7 soldats ont été tués par de présumés membres de ce groupe. C'était dans l'attaque d'une position militaire dans le nord-est du pays. Nous sommes dans la capitale de l'État de Borno, au nord-est du Nigeria. C'est ici, dans le village de Mainok, à 56 km de Maïdougouri, que les combattants sont arrivés dans plusieurs camions équipés de mitrailleuses lourdes. Ils ont attaqué une position militaire. Le bilan n'est pas des moindres. 7 soldats ont perdu la vie dans l'attaque des terroristes. 2 soldats ont également disparu et 5 autres soldats ont été blessés, d'après un militaire sous couvert de l'anonymat. Un officier de la zone a confirmé ce bilan, ajoutant que les djihadistes avaient emporté 2 camions militaires et 3 mitrailleuses anti-aériennes. Les assaillants sont des membres présumés d'ISWAP, faction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique depuis 2016. Ce groupe vise particulièrement les bases militaires dans toute la région du lac Tchad et à la frontière entre le Nigeria et le Niger depuis mi-2018 et a tué des dizaines, voire des centaines de soldats. Ces 2 dernières semaines, 15 soldats ont péri dans 2 attaques menées dans cette même zone entre Maïdougouri et Damaturu. Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram, ISWAP, a fait 35 000 morts et déplacé environ 2 millions de personnes de leur foyer depuis 2009. Et on reste toujours au Nigeria pour parler de cette opération de déguerpissement conduite par la marine et qui a surpris donc les citoyens. 10 000 personnes ont été réveillées mardi matin par des coups de feu des forces navales. Elles ont intimé l'ordre aux habitants des maisons situées sur une plage aux abords de Lagos de vider immédiatement les lieux. Les premiers bulldozers sont arrivés en milieu d'après-midi, menaçant de raser toute la communauté de Tarkwa Bay, plage réputée de la capitale économique. Un peu plus tôt, les soldats de la marine ont demandé aux habitants de quitter les lieux. Je n'ai aucune idée d'où aller, se désespère une mère de 4 enfants. Dans la débandade, les habitants de Tarkwa Bay ont traversé la mer pour rejoindre la ville sur des bateaux surchargés de matelas et ustensiles de cuisine. Uniquement accessibles par mer,
Tarkwa est l'un des rares lieux semi-rural et touristiques, à la fois ayant survécu à l'urbanisation effrénée et à l'explosion démographique de la mégalopole économique de 20 millions d'habitants, mais son emplacement à l'entrée du port de Lagos en fait également un lieu de trafic de tout genre. Cette opération s'inscrit contre le vandalisme des équipements de la compagnie nigériane de pétrole, plus grand producteur d'or noir du continent, a expliqué le porte-parole de la marine. Il y a de graves irrégularités qui ont lieu dans ces communautés, poursuit-il, citant notamment les constructions sur les oléoducs et les vols d'essence. Tous les villageois ne sont pas des vandales, mais s'ils ne les dénoncent pas, ils sont responsables, affirme le commandant. Le quartier de Tarkwa est le 24e ensemble de maisons depuis un mois à avoir reçu l'ordre de déguerpir par la marine dans cette zone très densément peuplée. Une association qui vient en aide aux personnes délogées accuse les autorités de chasser les populations les plus pauvres qui vivent le long des bords de mer pour y bâtir de vastes projets immobiliers dans cette ville surpeuplée où le mètre carré s'arrache parfois à prix d'or. Au Liban, le nouveau gouvernement a tenu ce mercredi son premier conseil des ministres. C'est au lendemain de sa désignation et pourtant dans les rues, les Libanais continuent de manifester, notamment après l'annonce de la formation du nouveau gouvernement dont le Premier ministre est Hassan Diab. C'est peut-être là la voie de sortie de crise pour le Liban, secoué par une contestation inédite et au bord de l'effondrement économique. Le Premier ministre Hassan Diab, universitaire de 61 ans, avait promis de répondre aux revendications de la rue. Dans ce cadre, il a nommé un gouvernement de technocrates indépendants dont le premier conseil des ministres a eu lieu mercredi. La nouvelle équipe de 20 ministres porte la marque du mouvement chiite et de ses alliés. Le pays était agité mardi soir à l'annonce du gouvernement. Dès la formation de ce dernier, les contestataires à travers le pays ont incendié des pneus et bloqué des autoroutes pour exprimer leur mécontentement. Mais le calme est revenu mercredi à Beyrouth et dans d'autres grandes villes. Cependant, des contestataires continuent de bloquer des routes à Tripoli, grande mégapole du nord, où des écoles sont restées fermées. Pour les manifestants, mais aussi des experts, les ministres, bien qu'extempliés, technocrates, restent des personnalités affiliées à la classe politique tant conspuées. Ces derniers mois, la crise économique s'est aggravée avec des licenciements en masse, des restrictions bancaires drastiques et une forte dépréciation de la livre libanaise face au dollar dans les bureaux de change. La nouvelle équipe se retrouve ainsi confrontée à une tâche titanesque dans un pays qui croule sous une dette avoisinant les 90 milliards de dollars, soit plus de 150% de son produit intérieur brut. Et ces clarifications à présent de la Cour suprême en Guinée-Bissau, la haute juridiction a donc expliqué ce mardi attendre une vérification des procès-verbaux, mais non pas un nouveau comptage des voix du second tour de la récente présidentielle. Une clarification qui intervient donc en pleine querelle à l'issue de cette élection. Plus de 3 semaines après le scrutin du 29 décembre dernier, le nom du vainqueur reste disputé entre Umaro Sissoko Embalo, issu de l'opposition, et Domingos Osimhen Pereira, du parti PAIGC. Les résultats publiés par la commission électorale donnent Umaro Sissoko Embalo vainqueur avec 53,55% des voix. Des résultats contestés par Domingos Osimhen Pereira. La Cour suprême qui l'a saisi a rendu ces derniers jours 2 arrêts qui maintiennent le statu quo. La commission électorale estime définitifs les résultats qu'elle a annoncés, mais un arrêt rendu vendredi par la Cour suprême donne lieu à des interprétations contradictoires. Selon les avocats du candidat du PAIGC, la Cour a ordonné de recompter les bulletins de vote. Ce mardi, la Cour suprême, qui a clarifié les choses, a expliqué qu'à aucun moment il n'a été question dans ce document de nouveau décompte des voix, mais plutôt de vérification des procès-verbaux au niveau national. À en croire l'institution, il s'agit tout simplement de procéder à la vérification ininterrompue de tous les procès-verbaux du début à la fin, même si cela doit prendre plusieurs heures ou plusieurs jours, conformément aux dispositions du Code électoral. Et en Libye à présent, les vols ont été suspendus ce mercredi à l'aéroport international Mitiga
à la suite de tirs de roquettes. Il s'agit là de la dernière attaque en date contre ce seul aéroport fonctionnel de la capitale. Les précisions à travers ces images. L'aéroport de Mitiga a été la cible de 6 roquettes Grad, un acte qui constitue, selon le porte-parole des forces du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, une menace flagrante à la sécurité du trafic aérien et une nouvelle violation du cessez-le-feu instauré depuis le 12 janvier dernier entre les belligérants. Il a accusé les milices du maréchal Khalifa Haftar d'être derrière cette attaque. La direction de l'aéroport de Mitiga a annoncé la suspension des vols jusqu'à nouvel ordre. Un avion de la compagnie Libyan Airlines, en provenance de Tunis, a dû dévier de sa trajectoire et atterrir à Misrata, à 200 km plus à l'est. Depuis le début, le 4 avril, d'une offensive des forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de Tripoli, l'aéroport a été à plusieurs reprises la cible de frappes aériennes et de tirs de roquettes attribués au pro-Haftar. Ceux-ci accusent le gouvernement d'union, reconnu par l'ONU, d'utiliser une partie de l'aéroport à des fins militaires, ce qu'il dément. Le trafic aérien à Mitiga avait repris mi-décembre, après 3 mois de suspension. Mitiga est à l'origine une base militaire avant d'être ouvert au trafic civil pour remplacer l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé en 2014 lors de violences. Et on parle à présent de cette intensification du contrôle thermique sur les passagers arrivant de l'étranger. Nous sommes en Indonésie. Les autorités de l'aéroport international situé dans la capitale Jakarta prennent des mesures en raison de la propagation de nouveaux virus apparentés au SRAS qui a été donc découvert en Chine. Le bilan est déjà de au moins 17 morts. Le nouveau coronavirus qui a fait 9 morts et contaminé des centaines de personnes en Chine est susceptible de muter et se propager plus facilement. Les autorités sont inquiètes. Apparu le mois dernier, le virus de la famille du SRAS, entendez syndrome respiratoire aigu sévère, à Wuhan, dans le centre de la Chine, a gagné plusieurs pays d'Asie et même les États-Unis où un premier cas a été recensé. Pendant ce temps, un comité ad hoc de l'Organisation mondiale de la santé se réunissait jeudi à Genève pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. Nombre de pays ayant des liaisons aériennes directes ou indirectes avec Wuhan, la ville à l'épicentre de la maladie, ont renforcé les contrôles des passagers à l'arrivée. C'est le cas de l'Indonésie. Oui, je suis au courant du virus, mais ce n'est pas vraiment un souci pour moi. À Macao, il nous a été conseillé de porter un masque facial tout le temps et de consulter un médecin en cas de malaise. Oui, j'ai peur du virus. Je porte ce masque, non pas parce que je suis malade, mais parce que j'ai peur. Je vais à Taïwan 1 fois tous les 2 mois pour voir mes petits-enfants. Tous les passagers et membres d'équipage arrivant de destination internationale doivent passer par un scanner thermique. Nous le faisons régulièrement, mais dans ce genre de situation, nous redoublons d'efforts. Les personnes dont la température dépasse 38 degrés seront invitées à consulter nos agents de santé et emmenées au centre de santé pour y subir un examen plus approfondi. Après le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et Taïwan, les États-Unis aussi emballés avec un premier cas de maladie. L'OMS n'a jusqu'à jeudi pas utilisé le terme d'urgence internationale. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.